Quand on pense à une directrice ou un directeur d'école, on imagine souvent une sorte de guide, un leader pédagogique qui inspire tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment au quotidien? C'est quoi la réalité derrière cette image? C'est justement ça qu'on explore aujourd'hui, le quotidien, souvent complexe et assez méconnu, des directions d'établissements secondaires au Bénin. Et pour ça, on va s'appuyer sur une recherche, une étude assez fouillée, parue récemment. Elle s'appelle «Hétérogénéité des tâches des directions d'établissements d'enseignement secondaire au Bénin». Le sous-titre, c'est «Préoccupation pour une direction scolaire au service de la réussite de tous les élèves». Elle est signée par Judicaël Aladatin de l'Université de Montréal et Imurana Soumanu du consortium SFRD et de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. C'est paru dans la revue Éducation et Francophonie, volume 52, numéro 2, à l'automne 2024, mise en ligne en janvier 2025. Et pour ceux qui voudraient creuser, on donnera bien sûr les références complètes à la fin. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette étude, comprendre la réalité du terrain, les défis, et puis les pistes proposées. Alors, allons-y. Oui, et c'est une excellente idée de se pencher là-dessus. Parce que, comme le disent les auteurs dès le début, le rôle de cette direction au Bénin est absolument clé pour la réussite des élèves. Vraiment crucial. Pourtant, et c'est là le paradoxe, on sait peu de choses sur ce qu'ils font réellement. Ce rôle a été très peu étudié sur place. C'est un vrai manque, quoi. Surtout que de manière générale, on voit bien que cette fonction s'est complexifiée partout ces dernières décennies. Il y a cette pression de la nouvelle gestion publique, vous savez, cette idée d'appliquer des logiques d'efficacité du privé au public. Du coup, les directions doivent jongler, gérer le personnel, les élèves, le budget bien sûr, mais aussi les parents, les autorités, la hiérarchie. C'est devenu un métier extrêmement exigeant. D'autres cherches l'avaient déjà montré ailleurs, que ce n'est plus juste de l'administration. Mais au Bénin, on manquait de données concrètes. Comprendre leur travail réel, c'est donc essentiel si on veut les aider et améliorer le système. C'est très clair. Et pour comprendre ce travail réel, justement, la méthodologie utilisée dans l'étude est assez originale, non? Ils ne se sont pas contentés de questionnaires. Ah non, pas du tout. C'était une approche qualitative assez poussée. Ils ont combiné deux techniques, l'observation directe, le fameux shadowing, et des entretiens d'autoconfrontation simples. Le shadowing. Oui, c'est ça. En gros, pendant 3 jours complets, pour chacune des 15 directions étudiées, un chercheur les a suivis partout, comme leur ombre. Il notait tout. Activités, interactions, déplacements, même hors de l'école. L'idée, c'est de voir le travail en train de se faire. D'accord. Et l'autoconfrontation simple alors? Alors là, peu après l'observation, on présente à la direction un compte-rendu détaillé de ce qui a été vu. Et on lui demande de réagir. Pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce qui était difficile? Quelles étaient vos intentions? Ça permet d'aller au-delà de la simple description, de comprendre le sens que la personne donne à son action, ses dilemmes. Et ça aide aussi à voir le travail sur une plus longue période, sur l'année par exemple. C'est une démarche vraiment immersive. On sent qu'on va au cœur du sujet. Il y a même eu une phase avant ça pour préparer le terrain. Exactement. Une phase ethnographique préalable, pour comprendre le contexte de chaque école, et surtout pour établir une relation de confiance avec les directions. C'est crucial pour avoir des données fiables, authentiques. Cette rigueur, ça donne vraiment du poids aux résultats. Justement, les résultats. Qu'est-ce que cette immersion nous apprend? On peut peut-être commencer par dire qui sont ces directeurs et directrices. Oui, alors le profil type qui se dégage des 15 participants, majoritairement des hommes, 13 sur 15. L'expérience est variée, mais un bon groupe, 40%, a entre 6 et 10 ans d'ancienneté dans la fonction. Presque tous viennent de l'enseignement, mais ils ont gravi les échelons, et un peu plus de la moitié sont directeurs à temps plein, sans heures de cours à assurer. Et le point qui frappe, vous l'avez mentionné, c'est la formation. L'étude dit aucune de ces 15 personnes n'a eu de formation initiale spécifique pour devenir directeur ou directrice. Aucune. C'est quand même fou, non? Oui, c'est un des constats majeurs et assez interpellant. Alors attention, environ 2 tiers ont suivi des formations continues, des stages, etc. Mais pas de cursus initial diplômant avant de prendre le poste. D'accord. Donc, pas de préparation formelle à affronter la complexité du poste. C'est ça. Et cette complexité, l'étude la confirme de manière éclatante. Le résultat principal, c'est vraiment ça. Leur travail est un véritable kaléidoscope. C'est-à-dire? C'est extrêmement diversifié, administratif, ressources humaines et matérielles, relations avec la communauté et bien sûr le pédagogique. Mais c'est aussi très fragmenté, complexe et surtout marqué par l'imprévu constant. Les journées ne se ressemblent pas. Il y a un témoignage très parlant, celui de la direction DS2. Cette personne dit, je cite de mémoire,
Je dois jongler avec tant de responsabilités différentes chaque jour. Ce sont des journées frénétiques. Le rire en dit long, je trouve. Oui, des journées frénétiques. On est loin de l'image du capitaine serein dont on parlait au début. On sent déjà la tension entre l'idéal et la réalité du terrain. Exactement. Cette hétérogénéité, cette fragmentation, bon, ce n'est pas totalement nouveau. Des chercheurs comme Barrère en France l'avaient déjà montré. Mais ici, au Bénin, l'étude montre à quel point c'est prégnant. La planification est sans cesse mise à mal. Une urgence chasse l'autre. Une convocation de la hiérarchie, un conflit à gérer, un parent qui arrive à l'improviste. Il faut être constamment réactif. C'est une compétence de survie, en fait. Et dans tout ce tourbillon, est-ce qu'il y a des tâches qui prennent le dessus, qui occupent le plus de temps? Oui, très clairement. L'analyse montre une domination écrasante de l'administratif. La paperasse, les rapports, les réunions bureaucratiques, vérifier la conformité au règlement, ça prend un temps fou. Au point de déborder sur la vie perso, c'est ça? Oui, plusieurs le disent. Ce n'est pas rare de devoir ramener des dossiers à la maison le soir ou le week-end pour s'en sortir. C'est une charge mentale et temporelle qui est vraiment lourde. Et le problème, c'est que ce temps pris par l'administratif, il n'est plus disponible pour le reste. Exactement. Et ce reste, c'est notamment le pédagogique, le cœur théorique du métier. Ah oui. Il y a un autre témoignage, DS5, qui illustre ça parfaitement. Chaque jour, je dois jongler entre le travail administratif et les interactions avec les parents, ce qui ne me laisse que très peu de temps pour me concentrer sur l'encadrement pédagogique. Parfois, je dois ramener du travail administratif à faire à la maison. On sent bien la frustration. C'est en effet d'éviction, en quelque sorte. L'administratif mange tout le reste. C'est tout à fait ça. Bien sûr, il y a les autres tâches. Gérer les ressources matérielles, les locaux, l'équipement, le personnel non enseignant, ça prend du temps aussi. Gérer les relations avec les parents, les partenaires locaux, c'est important. Mais même ces tâches-là sont souvent vécues comme une charge de plus, qui s'ajoute à l'administratif et qui réduit encore le temps pour le pédagogique. D'accord. Une direction DSA 6 parle même de la gestion des équipements et des relations avec la communauté comme d'une charge supplémentaire, parfois écrasante. Et ce regret de ne pas avoir assez de temps pour le pédagogique, ça revient tout le temps. Le verbatim DS10 est assez touchant. J'aimerais vraiment pouvoir passer plus de temps à encadrer mes enseignants, mais les rencontres administratives et les urgences quotidiennes prennent souvent le dessus. Du coup, le leadership pédagogique, il devient le parent pauvre de leur activité. Donc, le rôle qu'on imagine central, accompagner les profs, impulser une dynamique pédagogique, c'est celui pour lequel il reste le moins de temps. C'est quand même préoccupant. L'étude parle aussi beaucoup des réunions, c'est ça? Oui, c'est un autre point important. Le tableau 3 le montre bien. Il y a énormément de réunions. Avec les enseignants, le personnel, les élèves, les parents, la hiérarchie, les partenaires. C'est constant. Et surtout, une bonne partie de ces réunions sont imprévues. On est convoqué au dernier moment. Ça renforce cette impression de travail éclaté, où on ne peut jamais vraiment planifier tranquillement. Ça doit être un vrai casse-tête au quotidien. Il y a une direction DS9 qui dit un truc comme « Parfois on t'informe d'une rencontre et elle est déjà en cours. Tu dois t'y rendre tout travail cessant. Il faut être flexible. » La flexibilité, là, ça ressemble plus à une obligation de subir qu'à une vraie agilité, non? C'est exactement ça. Une flexibilité contrainte. Et cette réalité, elle n'est pas la même pour tout le monde. Le contexte de l'école joue beaucoup. C'est-à-dire? La taille de l'établissement, s'il est en ville ou en milieu rural, les ressources disponibles. Tout ça influence les tâches et les priorités. Par exemple, une direction en milieu rural, DS7, explique qu'avec peu de ressources, il faut être plus créatif, solliciter davantage la communauté, souvent improviser. D'accord. Donc en plus de l'administratif et des imprévus, il y a les contraintes matérielles qui pèsent lourd. Oui, et tout ça converge vers ce défi majeur. La difficulté, quasi structurelle, à trouver du temps et de l'énergie pour le leadership pédagogique. C'est ce que des chercheurs comme Perreno avaient déjà pointé ailleurs. Entre la pression administrative, la gestion du manque, les sollicitations permanentes, c'est très difficile d'exercer ce rôle clé pour les élèves. Si on essaye de résumer les grandes préoccupations qui ressortent de cette analyse, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, je dirais 4 points principaux, basés sur leur analyse. Premièrement, la fragmentation extrême du travail. Son hétérogénéité, sa complexité, son imprévisibilité, c'est le vécu quotidien. Deuxièmement, la charge administrative, perçue comme écrasante, chronophage, débordant sur le privé. C'est vraiment l'obstacle numéro 1. Troisièmement, la difficulté à équilibrer les différentes casquettes, et surtout ce déséquilibre au détriment du pédagogique. Et quatrièmement,
cette nécessité constante d'être réactif, de gérer les urgences, ce qui empêche d'être plus proactif, plus stratégique. Mhm. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est comment l'étude met en lumière ce fossé, ce grand écart entre le rôle attendu, le rôle prescrit, être un leader pédagogique, et la réalité du terrain, dictée par les contraintes et la domination de l'administratif. C'est très bien documenté. Finalement, la grande force de cette recherche, c'est de nous montrer cette réalité complexe, souvent difficile, des directions au Bénin, avec des preuves, des témoignages. Et ce constat clé, cet écartèlement entre l'idéal pédagogique et un quotidien dévoré par l'administratif. Et c'est intéressant, les auteurs le notent en conclusion, même si le Bénin a ses spécificités, ce genre de tension existe ailleurs. Ils citent des travaux au Québec, par exemple, qui montrent des pressions similaires. Ce n'est donc pas un problème uniquement béninois. Tout à fait. C'est un phénomène assez répandu, même s'il prend des formes différentes. Mais l'étude ne s'arrête pas au constat. Elle propose des pistes, des recommandations, pour essayer d'améliorer la situation au Bénin. Ah oui, quelles sont ces pistes? Plusieurs idées fortes émergent. D'abord, et c'est fondamental, la professionnalisation. Ils insistent sur l'urgence de mettre en place une formation initiale universitaire obligatoire en gestion scolaire et leadership. C'est pour combler ce manque criant qu'on a vu dans le profil. Logique. Ensuite, renforcer le soutien administratif dans les écoles. Avoir plus de personnel pour décharger les directions des tâches administratives lourdes, pour qu'elles aient enfin du temps pour le pédagogique. Il parle aussi de réorganiser le travail au sein des équipes de direction quand il y en a, pour mieux répartir les tâches. Autre point, donner plus d'autonomie aux directions, pour qu'elles puissent adapter leur stratégie à leur contexte local. Mais attention, insistent les auteurs, cette autonomie doit absolument venir avec le soutien administratif nécessaire. Sinon, c'est juste une charge de plus. Oui, c'est un point important. L'autonomie sans les moyens, ça peut être un piège. Exactement. Et enfin, il suggère de renforcer l'engagement communautaire, les partenariats locaux, pour soutenir l'école et alléger aussi un peu la charge des directions. Toutes ces pistes semblent aller dans le même sens. Il ne suffit pas de demander aux directions de changer, il faut changer les conditions de leur travail. C'est tout à fait ça. L'enjeu, c'est de repenser l'organisation structurelle, de créer un environnement où elles peuvent vraiment se concentrer sur ce qui fait réussir les élèves. Ce n'est pas juste une question de volonté individuelle, c'est une question de système. Très clair. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, lire l'article directement, et franchement ça vaut le coup, on rappelle les références, c'est hétérogénéité des tâches des directions d'établissements d'enseignement secondaire au Bénin, par Judicaël Aladatin et Imurana Soumanu. Publié dans Éducation et francophonie, volume 52, numéro 2, automne 2024, disponible sur la plateforme Érudit. Le DOI, pour le trouver facilement, c'est https://doi.org 10.7202/111-421-AR. Et l'article a aussi une bibliographie très fournie pour creuser encore. Bon, si on devait garder un message clé de tout ça, ce serait quoi pour vous ? Pour moi, c'est vraiment cette fracture, ce grand écart douloureux entre l'idéal du leader pédagogique et la réalité d'un quotidien submergé par l'administratif et les urgences. C'est un défi majeur, documenté ici au Bénin, mais qui résonne sans doute ailleurs. Oui, c'est ce qui ressort fortement. Absolument. L'étude montre bien le besoin urgent de formation et de soutien administratif. Mais ça ouvre aussi une réflexion plus large, non, Evelyne? Pour l'avenir, au Bénin et ailleurs. On peut se demander, est-ce que les nouvelles technologies, par exemple, pourraient aider? Automatiser certaines tâches administratives? Ou alors, faut-il repenser plus radicalement les équipes autour de la direction, des adjoints spécialisés, des services partagés entre écoles? Intéressant. En gros, quel levier on peut activer pour que le pilotage pédagogique devienne enfin le cœur du réacteur? Pour que la direction d'école ne soit plus condamnée à être surtout un gestionnaire qui réagit, mais puisse vraiment être ce moteur proactif de la réussite que tout le monde attend. C'est la grande question, je crois.